Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit sur meta.tv. Je le répète évidemment, puisque comme on a changé d'adresse, et il y en a qui nous cherchent encore sur le net, donc la nouvelle adresse c'est bien meta.tv. Voilà, tout simplement. Donc voilà, comme d'hab, bonjour évidemment à la régie qui est avec nous, bonjour aux modérateurs là qui sont pas très nombreux ce soir mais ils sont quand même là, on les salue, et évidemment les métanautes là au taquet comme d'habitude pour une soirée. Alors là ils ont intérêt à être au taquet puisque c'est une soirée jeunesse au pouvoir avec Julien Angela. Bonsoir Julien. Bonsoir t'es pas. Donc écoute, voilà, tu es venu en plus pour ton livre, La jeunesse au pouvoir. Alors un titre un peu volontairement provocateur, hein, évidemment, La jeunesse au pouvoir. Certains te diront, mais quel jeune, de quel jeune parle-t-on? Parce que les jeunes sont d'ailleurs très différents, mais ça on le verra, tu l'expliques justement dans ton livre. Alors, bon, on va pas s'éterniser, parce que souvent, avant qu'on passe dans le quart d'heure voici, voilà, toi tu es un auteur, on va pas revenir sur qui, quoi, où, dont, etc. Hein, on laissera le soin à chacun de pouvoir se renseigner de façon, voilà. Et donc on va s'en tenir à présenter ton œuvre et tous les sujets qui y a à faire. Parce que, alors, je dirais, j'ai trouvé que c'était assez dense, que tu donnais la description d'une jeunesse dont tu essayais de décrypter un peu mécaniquement comment on en est arrivé là. Et justement, presque en cette... Alors, tu évoques tout un tas de sujets dont on va parler. Et aussi, ça c'est très intéressant, on en parlera évidemment au cours de l'entrevue, c'est que tu essaies d'apporter des solutions. C'est pas seulement, évidemment, on va dire une critique ou oui, un constat, ce que beaucoup font d'ailleurs aussi. Et c'est ça que je trouve qui démarque un peu, c'est que tu essaies d'apporter des solutions. Alors, comme tu me disais en off, volontairement, oui, ça peut paraître un peu comme ça, politique fiction, mais bon, moi, ça a le mérite d'être posé sur la table et de pouvoir en discuter. C'est quoi le point de départ un peu de tout ça? Parce que t'es quand même, révolutionnaire, engagé, comment on peut te définir? C'est quoi? Militant. Militant. Ouais, c'est un essai militant. Et puis c'est un essai écrit en réaction à, d'une part, un peu toutes les fausses représentations de la jeunesse qui courent dans les médias, c'est-à-dire délinquance, drogue, racaille, tout ce que vous voulez. Je me rappelle notamment il y a 2-3 ans, il y avait eu un accident de train dans la région de Bordeaux, c'était au mois de juillet. Ça m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'étais pas très loin d'ailleurs, et j'avais pris ce train 2 jours avant. Et on avait appris que des jeunes, ils étaient présentés comme ça, des jeunes des cités voisines avaient pillé des cadavres, et notamment des victimes donc encore vivantes, en train d'agoniser. On avait dit les jeunes. Et non, c'est pas les jeunes, c'est les jeunes issus de l'immigration. Et donc voilà, il y a un ensemble comme ça de fantasmes qui courent dans les médias sur les jeunes. Tantôt c'est, on va dire, l'image d'Épinal du gauchiste, crasseux, fumeur de joint. Tantôt la racaille. Enfin, à chaque fois un exemple d'échec, et un repoussoir même. Et puis le problème c'est que les jeunes ont globalement intégré cette image-là. C'est-à-dire que la majorité des jeunes, qui à mon avis ne sont pas des gauchistes crasseux, des gens qui veulent bloquer les lycées et les facs, qui emmerdent leurs voisins, etc., sidérés un peu par cette omniprésence médiatique, entre guillemets, du mauvais jeune, se sont dit, la majorité des jeunes, c'est ça. Et donc, il y a une sorte de masochisme générationnel. Les jeunes ne s'aiment pas. Il y a une mésestime profonde au sein de la jeunesse. Et donc, j'ai écrit ce bouquin-là aussi pour leur dire, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une majorité silencieuse en France, il y a une majorité silencieuse chez les jeunes, qui de plus en plus aspirent à autre chose que toutes les anti-valeurs, tous les cancers intellectuels, culturels, mentaux qui ont été transmis par la génération 68. Et donc cette jeunesse-là, à mon avis, est en train de se réveiller. On le voit sur le plan électoral notamment, mais je pense qu'on aura le temps de développer. Bien sûr, Et donc au contraire, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Et ce bouquin-là, c'est un bouquin plein d'espoir. Ouais, c'est plutôt un bouquin plein d'espoir. Donc, parce que le message aussi, tu parles beaucoup de l'éducation, parce que je sens que c'est primordial quand même. Je dis pas que tu l'accuses de tous les maux, mais tu penses qu'elle est quand même fortement responsable
du formatage en tout cas, parce qu'il y a une espèce de formatage intellectuel des jeunes sur les plans politiques, historiques, voilà, et ce formatage-là, tu dis, l'éducation nationale, elle est très grandement responsable. Elle développe, alors c'est intéressant, j'ai noté une idéologie républicaine, et tu fais un rapprochement que certains vont souscrire, hein, j'imagine, c'est que tu dis, l'école républicaine de 1881 était profondément anticléricale, anti-monarchique, voilà, elle avait tout un certain nombre de travers. Et l'école d'aujourd'hui, elle est profondément mondialiste, pro-gender, pro-multiculturalisme, etc., qui sont, on va dire, les travers modernes, en tout cas de l'idéologie dominante. Ce parallèle-là, tu penses, c'est vraiment, ça joue beaucoup, ça a une influence? Je pense qu'il y a une continuité profonde entre l'école républicaine, telle qu'on l'imagine un peu dans nos représentations collectives, c'est-à-dire l'école de la Troisième République, de la fin du 19e siècle, les hussards noirs de la République, tels qu'on appelait les professeurs. Les enfants avaient un uniforme à l'école, c'était l'autorité, la transmission du savoir, l'excellence. Et l'école Najat Vallaud-Belkacem, l'école Vincent Peillon, l'école libertaire. Alors, on va me dire, mais non, au contraire, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a une continuité idéologique. C'est-à-dire que l'école, dès le début, a été conçue comme une arme de guerre. C'est-à-dire que l'école, ça fait partie du plan général de la République française pour retirer à l'Église et à l'ancienne France, du moins à ce qui en restait encore au XIXe siècle, tout son monopole sur l'éducation, sur l'instruction et même sur l'élévation des âmes, puisqu'on sait bien que l'ADN de l'éducation nationale, c'est quand même de proposer une religion de substitution. Cette religion, c'est la République, qui doit remplacer la religion catholique. On l'a bien vu avec le livre « La Révolution française n'est pas terminée » de Vincent Peillon, où il dit clairement que la Révolution n'est pas terminée parce qu'on n'a pas déchristianisé les consciences. Et donc, dès le 19e siècle, on a cette volonté de façonner l'être humain, de faire table rase du passé, de tous les enracinements, de tout ce qui nous détermine, pour susciter l'apparition de la figure du citoyen, une sorte d'être hors sol, qui ne parle plus sa langue maternelle, à l'époque évidemment chacun parlait une langue régionale, qui n'a plus rien à voir avec ses ancêtres d'un point de vue spirituel, qui n'est plus un chrétien, c'est une sorte de pré-métis, j'ai envie de dire, par rapport au surhomme métis qu'on nous vend aujourd'hui dans le discours mondialiste en faisant du métissage une valeur en soi, alors que c'est une chose neutre. Et donc dans l'école moderne d'aujourd'hui, on a exactement la même logique, retirer les enfants à leur famille, et en faire des bons petits républicains. C'est simplement que les mots d'ordre ont changé. Avant, c'était la République. Maintenant, ça va être tolérance, diversité, gender, ce que tu veux. Mais l'état d'esprit est le même. Et je me rappelle notamment d'une citation de Pauline Kergomar, qui est l'une des fondatrices de l'école maternelle en France. Elle sera notamment à la tête du conseil représentatif des écoles. Et elle écrira « Je rêve d'envahir la famille par l'école ». Donc c'est une parole très forte. Il y a dès le départ, à la base même de l'éducation nationale, une volonté de détruire la famille. Donc c'est pas nouveau, et donc quand on entend des auteurs, par ailleurs excellents sur plein de sujets, comme Natacha Polony, comme Éric Zemmour, etc., nous vanter l'école d'avant, je dis non, attention, parce qu'il y a la même idéologie, simplement la forme a changé, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour détruire l'individu, à la différence de la manière républicaine qui était totalitaire, donc dure et à base de répression, on va utiliser une méthode plus soft, par l'introduction de la publicité, du numérique, bref, en fait du capitalisme à l'école, par les nouvelles pédagogies qui insistent sur l'épanouissement du savoir depuis l'écolier et non pas la transmission qui vient d'en haut du maître. Donc on utilise de nouvelles méthodes qui sont plus efficaces, mais finalement l'objectif est le même, c'est-à-dire faire advenir une humanité nouvelle, à la fois métisse et androgyne, quoi. Pas vraiment noire, pas vraiment blanche, pas vraiment femme, pas vraiment homme, une humanité complètement déracinée. Tu fustiges beaucoup d'ailleurs l'égalitarisme. Alors, oui. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est justement l'égalitarisme? C'est quoi l'égalitarisme? C'est faire de l'égalité un programme politique. C'est croire que la vocation de tous les individus dans une société, c'est de tendre vers cet idéal, et c'était l'idéal des républicains au XIXe siècle, du citoyen éclairé, qui a même, vraiment par lui-même, de poser des choix politiques. Et cette réalité, enfin cet idéal, s'est fracassé contre la réalité, puisqu'on voit bien que la démocratie est l'otage des lobbies, des cercles de pouvoir, d'influence extra-démocratique. Et donc le citoyen,
en réalité, n'a aucun pouvoir. Et puis ça bute sur une autre réalité, peut-être encore plus fondamentale, c'est que l'homme, par nature, n'est pas l'égal de son voisin, tout simplement parce qu'il est différent. Et je pense qu'il y a des inégalités naturelles dans l'humanité, à l'intérieur de toute société, à l'intérieur d'une famille même, à commencer par la famille. Et je pense que ces inégalités sont le reflet de différences qui sont saines, puisque l'inégalité engendre le besoin de dépendre du voisin, donc de coopérer. Dans une société d'égaux parfaits, en fait, on est dans une société ultra-individualiste, puisqu'on n'a pas besoin du voisin parce qu'on se suffit à soi-même, on est tous égaux. Et donc, l'idéologie de l'éducation nationale, c'est dès le 19e siècle, c'est ça, c'est nous sommes tous égaux à la base, et c'est pour ça qu'on peut tous arriver au sommet et être des citoyens éclairés. Évidemment, c'est un mensonge et c'est un moyen de manipuler les masses depuis 300 ans. Mais c'est global en plus dans la politique française. C'est-à-dire ce qu'on peut dire là de l'éducation nationale, on pourrait l'appliquer à d'autres champs d'application très profonds. Par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit dans la même époque et presque qui se rejoint dans les mêmes raisons. C'est par exemple le projet colonial français qui lui aussi se voulait égalitariste et en disant... Enfin, même si on sait qu'il y a eu le code d'indigénat, etc., mais dans l'esprit, en tout cas l'objectif, d'ailleurs, même ce discours de Jules Ferry, que tout le monde fustige pour ses relents racistes, si on devait le relire dans notre version 2016, mais finalement, il explique, oui, on va donner l'égalité, en fait, au peuple, en fait. En gros... volontairement, évidemment, je caricature, mais il projette quand même dans ce projet de dire on va tous être égalitaires. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui était une grande différence, on sait, le projet français, le projet anglais, les Anglais ne sont pas du tout sur en tout cas sur ce paradigme-là, mais absolument pas. Oui, tout à fait. Parce que la France, dans les colonies, a voulu faire croire, évidemment, aux enfants indigènes que leurs ancêtres étaient des moustachus blonds. C'est ce qu'on apprenait dans les écoles, hein, il faut oui, tout à fait. C'est une blague, d'ailleurs, en Afrique, hein, tu sais, ils sont très moqueurs là-dessus. Ah oui, dans la colonisation, on nous apprenait des ancêtres, les Gaulois, et tout le monde rigole. Et c'est assez marrant, c'est de voir que beaucoup d'Africains sont beaucoup plus décomplexés sur la question ethnique que les Français de souche, que les Blancs eux-mêmes, quoi. Ouais. Et donc sur cet égalitarisme, ça aussi ça fait partie un peu des marottes de la droite au sens large. On défend la colonisation à tout prix parce qu'il y avait le patriotisme, la volonté d'assimiler les indigènes. Moi je pense que c'était une erreur, je pense que ça n'a pas fonctionné et que donc ça préfigure ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est voué à l'échec. Et c'est même une forme d'orgueil politique extrêmement forte, quoi, puisqu'on prétend faire table rase de toutes les identités, tous les enracinements. Et on le voit d'ailleurs, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, là où une assimilation a pu fonctionner, c'est parce qu'à la base, il y a eu une conversion à la religion du colon, en l'occurrence la religion catholique, et même les accords spirituels n'ont pas forcément engendré ensuite des accords culturels. On voit bien dans beaucoup de pays d'Amérique latine où le melting pot, en fait, a créé une société multiculturelle, donc multiconflictuelle. Donc il est clair que l'idéologie égalitariste s'applique à absolument tous les domaines, autant donc de la question scolaire qui est reliée de manière très importante à la question identitaire, et finalement, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il est important aussi de dire que l'assimilationnisme, c'est une conséquence de l'universalisme républicain, c'est l'idée que finalement tout le monde peut devenir français, de la même manière qu'aujourd'hui tout le monde pourrait choisir d'être une femme ou un homme. En fait, la théorie du gender et l'idéologie multiculturaliste, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut que tous les opposants au gender, d'ailleurs, à l'introduction du gender à l'école, se posent la question aussi du mondialisme dans toutes ses facettes, qui touchent pas seulement l'identité sexuelle, mais l'identité ethnique, l'identité nationale. Et l'école, c'est vraiment le laboratoire où on impose cette idéologie du gender. Donc je pense qu'il faut vraiment se battre contre tous les genders. Oui, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que l'école, donc elle a formaté, mais qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, parce que quand tu dis un jeune, quelqu'un qui a, je sais pas, 35 ans, 35 ans, 40 ans, on va dire, maximum, est-ce qu'il a été formaté à tout ça? Parce que là, c'est quelqu'un qui est né dans les années 70, on va dire, vers la fin des années 70, qui a connu sa jeunesse, après, on va dire, au début des années 80, mais voilà, qui arrive au lycée, on va dire, vers la fin des années 80. En quoi, lui, il est beaucoup plus, on va dire, il serait autant, on va dire, tout au moins autant influencé qu'un jeune de la génération d'après qui est né dans les années 80 et qui, lui, va connaître vraiment
plus de front ce que tu expliques là. C'est évident que les générations plus anciennes se disent toujours bon, nous on était un peu décadents, c'est vrai, ça commençait à déconner, mais en fait on s'en sort bien par rapport à eux. Bon, je pense que c'est une vue de l'esprit, fondamentalement, on est tous les héritiers de l'explosion 68 Hard. Alors, je dis pas que 68, contrairement à cette tendance un peu aussi dans certains cercles intellectuels, c'est le point de départ de tous nos malheurs, pas du tout. Je pense que c'est plus une conséquence qu'une cause. Mais c'est une conséquence qui n'en est pas moins violente parce que c'est une explosion, c'est un révélateur. C'est-à-dire que des forces plus ou moins invisibles qui travaillaient la société jusqu'alors, là, se sont sentis complètement décomplexés. Et donc je pense que tous ceux qui arrivent après, globalement, ont été marqués vraiment au fer rouge par cette mentalité-là. Quand on revoit des émissions des années 70, où on voit Daniel Cohn-Bendit qui dit tranquillement j'adore me faire tripoter la braguette par une fille de 8 ans, c'est fabuleux. En fait, le plus choquant, c'est pas que lui puisse dire ça, c'est qu'en face, il n'y a personne qui se lève pour lui mettre une baffe. C'est que la société est tellement anesthésiée, complètement... notre capacité à nous indigner, alors qu'on parle d'indignation tous les jours à la télévision, mais en réalité notre capacité à nous indigner face au mal objectif, elle est proche de zéro, quoi, proche du néant. Il n'y a personne qui se lève dans le public pour s'élever contre ça, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui justifie ouvertement ce que d'aucuns pourraient appeler la pédophilie. Je suis prudent parce que bon, je sais que sur ces sujets-là, juridiquement, c'est délicat. Et voilà, donc on est tous les héritiers de cette époque-là, d'une déconstruction qui a été organisée par ceux-là même qui ont profité, eux, d'une éducation vachement exigeante, qui se proposaient de transmettre l'excellence. Alors bon, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis assez sévère avec ce modèle éducatif-là. Je reconnais quand même un mérite à ce modèle-là, c'est qu'il transmettait au moins les fondamentaux. Oui, t'expliques que les ouvriers, tu donnes un exemple, qui faisaient de la poésie de très haute qualité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se dire, puisque c'est le constat que tu fais, que tu dis le niveau scolaire s'est littéralement effondré. On n'a plus, c'est-à-dire que les gens n'ont même plus les armes en fait pour construire leur pensée, qui va être le seul moyen de se défendre en fait. C'est un peu ça. Oui, parce que les armes nous ont été retirées par ceux-là même qui ont profité de tout un capital culturel qui leur a permis, eux, de développer une capacité critique, qui leur ont permis de savoir écrire, lire, compter, et donc de structurer leur pensée pour pouvoir faire la critique justement en fait, de la main qui les a nourris. Donc en fait, mai 68 et les années 70, dans le sillage de 68, puisqu'en réalité, ces effets ne s'imposent que dans les années 80 au niveau éducatif, avec la loi Jospin, etc. Mais c'est quoi? C'est des bobos gâtés, les années 68 hein? C'est des enfants... C'est quelle faction de la population qui... C'est des enfants pourri gâtés, issus de la bourgeoisie. Évidemment, on sait qu'il y a plusieurs 68. Il y a le 68 de la CGT, des communistes tendance stalinienne qui voulaient révolutionner la société, mais... pas dans l'excitation gauchiste et hystérique qui au final ne faisait que servir leurs adversaires. Donc je pense, et d'ailleurs dans mon bouquin je fais cette distinction-là, qu'il y a les vieux et les anciens. Les vieux, et j'utilise ça péjorativement, c'est les vieux cons, quoi. C'est-à-dire qui ont reçu un capital, une civilisation et qui l'ont détruite parce qu'ils voulaient faire une révolution. Et puis il y a les anciens, qui eux, sans forcément avoir été des grandes figures médiatiques, ont transmis par l'exemple, en famille et ailleurs, qui ont transmis la flamme, qui ont transmis l'amour simple et humble de la patrie, le respect de l'autorité naturelle, le respect de monsieur le curé, le respect du drapeau, etc. Et donc voilà, je distingue bien les deux, et en même temps il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas que... Enfin, mai 68 n'aurait pas triomphé sans la résignation de toute une partie de la population, parmi nos aînés, qui ont laissé faire, et qui se sont dit, bon, c'est dans l'air du temps. Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord aussi, au fond? Parce que dans ces phénomènes-là, par exemple en mai 68, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que finalement la société, elle n'était pas en train aussi de bouillonner quelque part, et il fallait qu'il y ait ces forces, entre guillemets, qui peut-être qui jaillissent, peut-être... Une période qu'on est en train de revivre en ce moment, on voit beaucoup d'événements aussi, de forces comme ça qui jaillissent de partout. Mais est-ce qu'il n'y avait pas ce bouillonnement-là aussi? Et peut-être bien, est-ce que c'était pas aussi une société très serrée, dans laquelle on ne pouvait pas trop, justement, il n'y avait pas d'espace assez libéral d'expression un peu partout, et que finalement, il y a eu un énorme bouleversement, quoi, on va dire une espèce de vague qui a explosé, quoi. C'est intéressant parce que c'est un peu le même débat qu'on a sur la Révolution française, parce que c'est le même schéma.
Enfin, je ne dis pas que c'est la même réalité, mais c'est le même schéma dans le sens où est-ce que la révolution est provoquée parce que la société étouffe, ou bien, et c'est l'interprétation vers laquelle je penche, au contraire, le pouvoir est plus faible, et donc en montrant sa faiblesse, sans le vouloir, il donne un signal vraiment aux révoltés, parce qu'il dit, voilà, je suis faible, marchez-moi sur la gueule, quoi. En gros, c'est ça. Et moi, je pense que mai 68, c'est beaucoup ça, puisque je pense que c'est plus une conséquence de la déconstruction de la France depuis 1789, et on pourrait remonter beaucoup plus loin, puisque mai 68, c'est la déconstruction de toute autorité, mais la première déconstruction de l'autorité, c'est tenté que ce soit la première, en tout cas l'une des plus importantes en Europe, c'est la réforme protestante. Alors qu'on soit catholique ou protestant, peu importe. Mais voilà, dans les principes du protestantisme, il y a ce libre examen, ce refus de l'interprétation de la foi par le filtre du clergé. L'homme est tout seul en face de son Dieu et il décide par lui-même finalement au final le contenu de la foi. Et ça a entraîné donc la révolte contre le roi et contre toute forme d'autorité. Et dans mai 68, on a ça aussi. Est-ce que les catholiques, justement, c'est intéressant, mais parce qu'il y a le même travers, c'est qu'on sait que la réforme, voilà, Martin Luther, il apparaît à un moment où l'Église catholique, elle est mise en cause dans, on va dire, sa dérive, les papes qui avaient des enfants, enfin les Borgias et compagnie, enfin on est dans une époque où elle est quand même en décadence du point de vue moral, quoi, cette Église, et peut-être, est-ce que c'est pas une réaction à ça? Là, ce sera un peu justement dans le même schéma, c'est-à-dire la décadence d'un côté, puis du coup, on va dire, une réaction en face, quoi, une réaction en face, en chaîne. Alors bah oui, toutes les institutions sont corruptibles, parce que toutes les institutions sont peuplées d'hommes, et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et donc évidemment, après si on parle de l'Église, bon c'est pas le sujet, mais en l'occurrence, l'Église a su se réformer, la vraie réforme. La réforme protestante, c'est un schisme, c'est une séparation, ils ont fait une autre religion. Mais l'Église a su se réformer, et il y a les excès de l'Église, et quelques années après, il y a les ordres mendiants. Et là, on voit des frères et même des prêtres arpenter les routes de l'Europe à moitié à poil, dans leurs grandes toges, comme ça, demander l'aumône dans les villages, et là, c'est la révolution de la pauvreté. Et donc voilà, bon, ça, c'est le cas très particulier de l'Église. Après, si on revient à la société française, je pense qu'il y avait une liberté existante, suffisante, j'en sais rien en France. La preuve, c'est déjà que mai 68 a réussi tout simplement dans ses effets concrets, quoi. Alors, c'est quand même la preuve. Je veux dire, on a une révolution de petits bourgeois qui aurait pu être matée relativement facilement. De Gaulle a cédé parce qu'il sentait bien que moralement, il avait perdu d'avance. Et c'est là où on voit que le réel pouvoir est psychologique et moral, plus que politique et policier. Donc moi, je ne fais pas l'apologie de la société française d'avant. Je dis juste, voilà, c'était une société imparfaite, comme tout modèle social, mais au moins, elle permettait à des enfants de devenir des adultes. Parce qu'ils étaient structurés, il y avait des repères, il y avait le bien, il y avait le mal, il y avait le vrai et le faux, il y avait des maîtres qui transmettaient un savoir, et donc il n'y avait pas en plus tous les effets de la société consumériste d'aujourd'hui, avec la tyrannie du numérique à laquelle sont soumis les jeunes, sans cesse agressés par toutes sortes de stimuli audiovisuels, les publicités, le téléphone, le machin. Et donc on était dans une société encore un peu décente. Même si c'était peut-être que des apparences, n'empêche que moi j'aime pas trop la critique qui consiste à dire ouais c'était peut-être une société encore catholique mais c'était hypocrite parce qu'on trompait sa femme et machin, etc. Ben oui, scoop, l'homme est pécheur, incroyable, enfin, on le sait déjà. N'empêche que on vivait dans une atmosphère quand même qui n'inclinait pas l'homme systématiquement à faire le mal, etc. Et donc à partir du moment où les apparences s'effondrent, là, toutes les forces les plus infernales sont déchaînées. Donc je pense qu'il ne faut pas mépriser, ne serait-ce que les apparences d'une société, elles ont un rôle éducateur. Et tous ceux qui ont détruit les ruines, certes, mais bon, quand même, qui tenaient encore debout ces ruines, les ruines de l'ancienne société en sont les purs produits en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont les produits de l'ancienne civilisation. Donc il y a clairement, on peut clairement parler d'une révolte d'enfants pourri gâtés, et qui a fonctionné, en réalité, parce qu'il ne faisait que rejoindre, mais par un biais détourné, le discours et la logique de ceux qu'ils prétendaient être leurs ennemis. Puisqu'on a plein de slogans anticonsuméristes, antilibéraux, anticapitalistes. Mais jouir sans entrave, le slogan, ou interdit d'interdire, les slogans par excellence de mai 68, ça a donné quoi? Ça a donné commercer sans entrave, échanger, acheter, vendre sans entrave, avorter sans entrave, traverser les frontières sans entrave. C'est la logique du libéralisme en réalité. Donc il y a des choses par ailleurs très intéressantes dans mai 68,
notamment autour de la mouvance maoïste, dans la contestation du consumérisme. Mais à partir du moment où on est dans le refus de toute limite, ben on sert la soupe au libéralisme, on donne une caution morale au capitalisme. Donc c'est une révolte d'enfants pourri gâtés, et ces enfants pourri gâtés, finalement, ne sont jamais devenus des révolutionnaires jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, ce sont les élites. Ce sont les gens qui sont dans la banque, qui travaillent dans les titres, les titres de presse. Voilà. Louis Plenel, la liste est très longue, Laurent Geoffrin, enfin tous ces 68 arts comme Bendit, etc. Ils ont fini effectivement plutôt du côté des grands mondialistes. Aujourd'hui, ce sont les papes du mondialisme. Donc ça, pour toi, il y a une collusion donc un peu logique, quelque part, entre cette frange dite de gauche, mais qui est devenue, alors c'est quoi, c'est la nouvelle gauche, ou en fait c'était déjà dans le logiciel de gauche? Parce que ces gens-là sont beaucoup à gauche, hein, il faut bien le préciser quand même, hein. Ce serait pas anodin de dire à Adrien Bozzi, justement, mais ils sont quand même tous beaucoup à gauche quand même, les gens qui ont œuvré à cette déconstruction, celle dont tu parles de 68. C'est pas trop des gens de droite quand même, non? Ou alors il y en a quand même, mais disons que pour montrer un peu cette jonction, je me rappelle d'une phrase de Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, qui avait dit, alors lui qui est vraiment emblématique de cet esprit libertaire que l'on associe à mai 68, et qui disait moi j'en ai marre des écologistes radicaux, des décroissants, parce que je pense que la croissance, c'est le désir, c'est la vie, c'est le mouvement, et moi je suis de gauche parce que j'aime la vie, je veux être libéré de toutes les contraintes. Ben oui, mais il a tout compris. C'est ça en fait, c'est que dès le début, il y a une jonction entre les deux. Après, pour bien comprendre ce problème, il faut évidemment définir la gauche. Et le problème, c'est que le clivage droite-gauche aujourd'hui ne veut plus rien dire. Ne veut plus rien dire, ouais. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est mon analyse, je pense qu'il y a il n'y a pas la droite et la gauche, il y a le camp du matérialisme, le camp du déracinement, le camp de ceux qui veulent changer l'humanité, la déraciner, faire table rase, ceux qui fantasment de l'homme nouveau. Et puis il y a des pragmatiques, qui ne sont pas forcément des cyniques ou des opportunistes, mais des gens qui acceptent la nature humaine telle qu'elle est, qu'on peut classer philosophiquement à droite, ceux qui sont pour le droit naturel. L'ordre naturel, voilà. Contre ceux qui veulent être toujours dans le mouvement. Et dès le 19e siècle, on avait des libéraux, à commencer par Frédéric Bastiat, qui est le pape du libéralisme en France, qui s'est fait remarquer en prenant la libéralisation des échanges avec l'Angleterre, et qui lui siégeait à gauche, mais qui aujourd'hui serait, adhérent du parti Les Républicains. Donc il y a vraiment le camp du mouvement et le camp de l'ordre, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre s'il n'y a pas de justice. Et c'est ce qui peut manquer à une certaine droite, c'est d'être figé dans un certain conservatisme de pure réaction. C'est-à-dire la gauche, c'est la chienlit, un peu comme ce qu'on peut dire au sujet de la CGT, etc. Et nous, on est l'ordre, on va ramener l'ordre, on pourra se promener dans la rue tranquillement, etc. C'est très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques de droite qui fustigent en ce moment la CGT, qui tombent dans le panneau de Manuel Valls en parlant des fameux casseurs de l'hôpital Necker à Paris. C'est quand même évident que la CGT n'a aucun intérêt à ça. Enfin, à qui on va faire croire que c'est une stratégie délibérée des opposants à la loi travail d'aller caillasser un hôpital? Il faut être sérieux 30 secondes. Donc, pour revenir à ta question, je pense que la matrice commune à l'extrême gauche, maoïste, trotskiste, qui a fait une bonne partie de mai 68, et le capitalisme économique d'aujourd'hui, c'est que ce sont deux mouvements issus de la même modernité, du même matérialisme, c'est-à-dire qui pensent que l'humanité est faite uniquement pour bouffer, que l'homme n'a pas d'esprit, que l'homme n'a pas d'âme, et qu'il faut libérer ses chaînes pour qu'il puisse bouffer, pour qu'il puisse être l'égal de son voisin, ou dans la variante libérale, pour qu'il puisse consommer. Mais finalement, c'est la même idéologie de l'humanisme déréglé, quoi. On a le culte de l'homme, séparé de tout ce qui le détermine, autant Dieu que la patrie, que sa famille, etc. On va dire les acquis, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acquis. En fait, l'homme s'auto-façonne comme il veut, de tous les points de vue. Ce qui, évidemment, avant le constituait, sa religion, sa patrie, son sexe. Tout ce qui a un peu ses fondements. Et donc la gauche, elle veut faire exploser, on va dire, tous ces fondements. Mais
on passe d'un gouvernement de droite à gauche, ça voudrait dire quand même qu'on pourrait dire que même les Républicains sont à gauche un peu, non, aujourd'hui? Si la gauche c'est le libéralisme, clairement, oui, les Républicains sont à gauche. Je pense que le point commun aujourd'hui à la gauche et à la droite, au sens du PS et des Républicains, c'est qu'ils sont tous les deux libéraux, dans le sens où ils se sont complètement aplatis devant l'idéologie du libre-échange, les accords de Schengen, l'Europe telle qu'elle est, enfin l'Union européenne, parce que je distingue bien les deux, telle qu'elle existe aujourd'hui, la mondialisation. Finalement, tout ça est inéluctable. La seule différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite va dire, en fait, on va s'en sortir en dérégulant encore plus. Et j'ai envie de dire, la gauche finalement ne dit pas autre chose en ce moment que la loi travail, ou alors elle va dire, on met un pansement sur la jambe de bois en donnant quelques miettes aux ouvriers pour qu'ils arrêtent de contester le libéralisme. Mais fondamentalement, sur les grands sujets comme le libre-échange, l'Union européenne, l'immigration de masse, la droite et la gauche sont d'accord. Parce qu'ils ont la même vision de l'homme, qui est un homme consommateur. Et absolument plus un citoyen. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que les républicains au XIXe siècle, donc les vrais républicains, ceux qui ont façonné la République française, avaient le culte du citoyen. Mais pourquoi? Parce que le culte du citoyen français, c'était juste un moyen de nier la réalité du provençal, du corse, du basque, du breton, du berrichon, de l'alsacien, etc. Donc le citoyen français n'est que la première étape vers le citoyen du monde. Et donc de déracinement en déracinement, on va vers le village planétaire, le supermarché sans frontières. Donc on voit aussi que ce qui unit gauche et droite, malgré toutes les ambiguïtés qu'il y a autour de ces mots, c'est l'idéologie mondialiste. Parce que ça, c'est une thématique que tu abordes dans ton livre, le fait que les langues locales aient été complètement éradiquées pour faire place au français. Le français étant aussi, il faut le rappeler, au XIXe siècle, le moyen pour un provincial de pouvoir s'élever, parce que s'il ne parle pas français, il ne peut pas rentrer ni dans l'administration, ni trouver, on va dire, un poste un peu plus élevé. Donc le français est un vecteur d'élévation sociale. Mais, alors question pareille, avocat du diable, mais est-ce que sans justement cette volonté politique, on va l'appeler comme ça, même si elle est idéologiquement amenée par ceux qui voulaient imposer le système républicain, on peut être d'accord là-dessus, mais en tout cas, sans qu'il y ait eu cette action-là, est-ce que la France, elle aurait pu vraiment naître véritablement? La France était le phare de l'Europe sous Louis XIV, quand 80% des Français ne parlaient pas français. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, je pense qu'il y a une majorité de Français qui d'abord, et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parlaient, parce que la France est quand même essentiellement paysanne, à la base, parlaient à la naissance une langue régionale, une langue locale. Donc je pense que l'unité culturelle interne n'est pas forcément un gage de puissance. On le voit avec l'Empire austro-hongrois, qui a été le dernier empire catholique d'Europe, qui a été assassiné, littéralement, alors qu'il a tout fait pour préserver la paix, on l'a vu au moment de la Première Guerre mondiale, etc., et qui était un empire d'une diversité culturelle, ethnique, linguistique incroyable. Alors après, voilà, moi je pose une limite à cette diversité. Cette diversité est tolérable tant qu'il y a un fond commun qui rassemble les peuples à l'intérieur de l'unité France, Autriche-Hongrie, ce que tu veux. Je pense que cette unité, c'est l'ethnie, le fait d'être européen, donc blanc concrètement, d'être héritier d'un patrimoine gréco-latin, d'être catholique, à défaut chrétien. Aujourd'hui, on parle de valeurs chrétiennes. C'est très bien, mais ces valeurs chrétiennes, ces traditions chrétiennes, sans la foi, elles n'existent plus. Donc on ne peut pas non plus entretenir des traditions qui correspondent à une foi qui n'est plus vécue intérieurement. Ça, c'est du mauvais conservatisme, purement défensif. Ah non, moi je veux qu'il y ait encore une messe avant telle célébration. Mais oui, mais si personne n'y va et si on fait le signe de croix machinalement, ça sert à quoi? Concrètement, une chrétienté, ça commence avec des chrétiens, pas avec des simagrées. Donc je pense qu'une unité repose quand même sur un socle de base commune. Une diversité, repose sur cette base commune, sinon c'est l'explosion. Donc je ne crois pas du tout à la possibilité de faire vivre des communautés, enfin des peuples différents, africains et de souche européenne, à l'intérieur de même frontières. Il peut y avoir à la marge des gens qui sont issus d'autres souches asiatiques, africaines ou autres, et qui s'assimilent. Mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Pour moi, d'un point de vue politique, c'est pas pertinent. C'est pas par exemple, réaliste. La configuration actuelle de la France en tant que territoire, elle est composée de territoires qui sont extra-européens et sur lesquels vivent des tas de gens qui sont extra-européens et sont français, puisque administrativement français, même si n'étant pas rattachés à la métropole territorialement. Et ces gens-là, ils sont quand même dans la France. Tu peux pas les éjecter du jour au lendemain.
Oui, bah, enfin, je suis pas forcément partisan de lâcher les dom-toms, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que ces gens-là, et pour moi, c'est pas une insulte, il faut pas qu'ils le prennent mal, ne sont pas véritablement français. De la même manière que un indigène mexicain du XVIIe siècle, qui est catholique, qui porte un prénom et un nom espagnol et qui est habillé à l'andalouse, n'est pas espagnol. Il est Enfin, l'identité, c'est jamais 50% de ceci, 50% de cela, t'es français ou t'es pas français. Évidemment qu'il y a des mélanges, je suis pas naïf, ça existe. Mais lui-même, il va pas dire je suis espagnol, je suis un sujet de Sa Majesté. Et je pense qu'on peut avoir des colonies, on peut avoir des espaces de souveraineté dans d'autres pays, etc. Et on peut avoir des relations, et il le faut, les plus charitables, j'ai envie de dire, les plus fraternelles possibles avec ces populations-là. Mais après, il faut pas s'illusionner. Ces gens-là peuvent devenir français éventuellement, mais c'est certainement pas par des mesures politiques à coup de décret que ça y est, t'es dans un territoire rattaché à la France, donc t'es français. C'est comme Mayotte qui a demandé son rattachement à la France. Bien sûr. Ça, c'est quand même hallucinant. Les mecs ont fait un référendum, alors qu'en fait, on aurait dû faire le même référendum, mais en France, pas à Mayotte. Enfin, c'était aux Français de décider s'ils voulaient accueillir d'autres peuples chez eux, et non pas alors vous voulez devenir français ou pas. Et donc voilà, et après tout, je vois même pas le problème en réalité qu'ils soient pas français. Enfin, je veux dire, ils peuvent faire partie de la France, être loin de nous. Enfin, je veux dire, c'est pas des populations qui représentent une menace culturellement pour nous, spirituellement. Ouais, mais c'est bon. mais c'est dans l'identité française. Ça veut dire que, par définition, alors c'est quoi ça? Il faut bien qu'eux aussi se définissent par leur identité. Si Ouais. tu leur dis qu'ils ne sont pas français, ils vont te dire, bah, dans ce cas, c'est quoi? On a une identité régionale, d'accord, mais dans ce cas, il faudrait presque les laisser respirer, alors, sur cette identité régionale aussi, alors. Ah oui, mais tout à fait. Ah, mais je serais partisan d'une autonomie de ces populations-là pour qu'elles puissent vivre leur culture. Enfin, en tout cas, s'il y a une réelle volonté, c'est pas quelque chose d'instrumentalisé contre l'État français. Faut pas que ce soit un nationalisme revanchard et agressif. Mais oui, moi, je serais partisan d'une autonomie la plus large possible, d'une France la plus fédérale possible. Et je pense que c'est justement ce qui permettra de maintenir l'unité, c'est de laisser un peu les régions respirer et d'arrêter de considérer l'État central comme la vache à lait. Donc voilà, c'est une question complexe parce que ce sont des populations métisses, ce sont des populations qui sont complètement, enfin pour partie acculturées, mais qui gardent un héritage d'une culture indigène qui est différente de la nôtre. Mais c'est un mélange de cultures, Oui, nécessairement. complètement. Mhm. Mais bon, comme... Mais qui est né de l'histoire, je veux dire. Oui, Il oui. n'y a pas eu de... Voilà, c'est un produit de l'histoire, c'est pas une volonté, j'ai envie de dire, ni de leur part, ni de notre part, ni de... Voilà, c'est une volonté, des événements historiques convergents qu'on fait, bon bah... cette culture, ça a donné naissance à une espèce de nouvelle culture, quoi. On mélange de français et de culture indigène locale, forcément. Mais pour autant, on peut pas les laisser de côté, puisque, pour aller plus loin dans le raisonnement, est-ce que même justement cette puissance que représente la France aujourd'hui, elle n'est pas aussi issue de cette, justement, présence aussi sur les 5 continents, le fait qu'on est, évidemment, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, parce que, mine de rien, c'est vrai que Mayotte peut être un petit territoire très encombrant vis-à-vis de toute la violence, on sait, qui s'y passe, mais Mayotte donne à la France un avantage stratégique indéniable à l'entrée du canal du Mozambique, qui est assez incroyable, même que ce soit la France qui soit, on va dire, qui contrôle cette zone du monde qui est extrêmement stratégique. Et donc, du coup, cette présence quand même internationale nous donne une dimension de grand pays, hein, que d'autres pays d'ailleurs européens n'ont pas. Puis cette dimension de grande nation, enfin, peut-être même un pays comme l'Espagne qui l'a eu, ne l'a plus, quoi. Il n'a plus ce rang-là, quoi. Mais si on parle en ces termes pragmatiques, purement stratégiques, au niveau de l'expansion du rayonnement de l'influence française, je suis d'accord. Mais je suis contre le fait qu'on tire d'une réalité historique une idéologie générale pour dire, bah, vous voyez, le multiculturalisme, c'est possible parce qu'ils font partie de la France. Enfin, ils sont à des dizaines de milliers de kilomètres, ils sont entre eux. Je veux dire, il n'y a pas des communautés aujourd'hui réparties sur le territoire français. Ils veulent, enfin, ça n'a rien à voir avec l'immigration africaine ou maghrébine. Non. Donc, c'est pas des populations qui, bien que faisant partie des frontières administratives de la France, posent problème à l'identité de la nation. C'est pas une menace. Donc, c'est pour ça, quand je dis ils sont pas français, ça veut pas dire il faut couper le cordon ombilical et barrez-vous. Je dis juste que c'est pour moi un faux problème, quoi. Voilà, c'est une question qui ne se pose pas véritablement. Alors que l'immigration afro-musulmane en France est véritablement une menace à cause à commencer par notre propre faiblesse à l'égard de ces populations-là et le fait qu'on courbe les chines.
Ouais, t'es un Babtou solide. J'aime pas trop l'expression Babtou solide. Ah, mais c'est l'expression, il y a les Babtou fragiles et les Babtou solides. Hein, voilà, c'est marrant d'ailleurs. Donc, ouais, cette immigration. Alors, justement, alors ça, voilà, on arrive en plus là presque. On arrive petit à petit au cœur du sujet, mais donc cette immigration, toi, tu dis, elle a eu beaucoup de conséquences néfastes sur la jeunesse, que les jeunes, t'expliques que les jeunes blancs sont déracinés, au sens... finalement, alors, ça voudrait dire qu'aussi, d'ailleurs, tout le monde est déraciné, donc ça veut dire le jeune dont les parents sont issus d'Afrique qui arrive ici, c'est une forme de déracinement, le jeune blanc déraciné par... alors là, c'est un peu plus grave, parce que l'État contribue à ce déracinement. Complètement. C'est pas la volonté, en fait, des Africains présents de faire oublier aux Français leur histoire. C'est plutôt l'État français lui-même qui se suicide, comme dirait Poutine, quoi. C'est plutôt la France, d'ailleurs, c'est le livre de Zemmour, ça s'appelle Le suicide français. C'est plus, effectivement, les élites cautionnent ça. En tout cas, il y a une grande partie de nos politiques, nos élites, qui cautionnent ce principe-là. On peut pas dire que c'est la volonté de ces populations de vouloir tuer la France. En tout cas, En tout cas s'ils contribuent, en tout cas, on les laisse faire. Voilà, mais on le voit, on les encourage pour certains. Mais, et donc, cette immigration, donc, elle a produit, tu dis, voilà, des déracinés d'un côté, des déracinés aussi sur les Français de souche, entre guillemets, bon, même si le terme de souche, il y a encore plein de choses à voir peut-être, mais en tout cas, les Français de souche se sont déracinés aussi, et du coup, tu dis, ils se plient, ils sont obligés de devenir... En fait, on est lié à une espèce de pression, finalement, sociale qui va s'exercer, par exemple, à l'école, où l'élève... dans cette société, entre guillemets, où on est complètement individuel, il va être seul, et donc il va se conformer au groupe parce qu'il n'aura pas le choix. Donc, d'où, pour toi, tu voudrais expliquer un peu les conversions, certaines conversions comme ça. C'est vrai qu'on voit aussi, ça, j'ai trouvé ça très marrant, le fait que tu mentionnes ça, tu dis on s'invente une origine, on se cherche, voilà, on se cherche, donc... et ça, alors, je dois bien y souscrire, parce que j'ai vu ça des centaines de fois dans le milieu du rap, et ça m'avait toujours fait rire, parce que dès qu'un blanc était dans le milieu du rap, il arrivait, il commençait par dire « Non, mais moi, je suis d'origine espagnole, je suis italien, ou je suis machin. » Et donc, ça, tu reproches, et tu dis « Ça, c'est ça la réalité aujourd'hui. » Oui, c'est c'est un aspect de la réalité. Ah oui, complètement. Et puis en plus, dans le sud de la France, d'où je viens, tout le monde est italien ou corse. Il n'y a plus de français. Tout le monde a une ascendance, et on s'invente tous comme ça une origine. Alors, ce que je dis, c'est pas un discours contre les origines, au contraire. Enfin, je dis vraiment qu'il faut défendre l'identité de son terroir, de sa région. Mais pour moi, je vois ce petit patriotisme comme l'école d'un plus grand patriotisme qui est celui de la France. Les deux s'imbriquent. Pour moi, c'est des identités sous forme de poupées russes. On est provençal, on est français, on est européen. Tout ça, c'est harmonieux et c'est complémentaire. Il n'y a pas d'opposition. Et donc, sur le déracinement, alors, les Africains qui vivent en France sont déracinés. Oui, mais je veux dire, ça n'enlève rien à la responsabilité d'un grand nombre d'entre eux dans le climat délétère que connaît la France actuellement. C'est-à-dire qu'on a un peu ce discours de temps en temps, on dit, oui, d'accord, mais les causes du multiculturalisme, c'est pas la volonté de l'immigré qui a été tiré de son village pour aller travailler sur une chaîne d'assemblage à Paris dans les années 70, ça n'a pas été sa volonté à lui, le pauvre bougre, d'aller déraciner les Blancs. C'est vrai. Mais c'est pas parce que les causes de l'immigration sont essentiellement patronales, libérales, et puis ensuite avec un vernis de discours gauchiste, solidarité avec le Sud, tiers-monde, etc., que pour autant, il ne faut pas traiter les conséquences de l'immigration. C'est-à-dire que les conséquences de l'immigration, c'est quand même la délinquance, les viols de masse, la drogue qui se répand de plus en plus, etc. Et donc, c'est un peu comme quand on a un mec qui rentre, qui vient nous cambrioler. C'est sûr que c'est peut-être le voisin qui a ouvert la porte, mais n'empêche qu'il y a vraiment un mec qui est en train de nous cambrioler. Donc je vais pas le laisser faire et aller mettre une baffe au voisin. D'abord je m'occupe de lui, je le dégage, et ensuite je règle mes comptes avec l'autre. Il faut pas avoir une vision comme ça hémiplégique, je pense qu'il faut vraiment marcher sur ses deux jambes. Il faut en effet dire honnêtement, avoir le courage de la vérité, de dire qu'il y a des causes politiques, économiques, c'est voulu cette immigration de masse, c'est pas naturel. Et en même temps, il faut être intraitable avec ceux qui manifestent tous les jours leur hostilité de la France. Et quant à ceux, parce que c'est un discours qu'on tient aussi, on dit oui, mais t'as pas peur du risque d'injustice, ceux qui se sentent vraiment français. Mais eux, la question se pose même pas. De la même manière que la question des harkis en Algérie se posait pas.
spontanément, ils ont été du côté français, et on ne s'est pas dit, il va y avoir un risque d'injustice si on met tous les Algériens dans le même sac que le FLN. Mais non, mais en fait, les ralliements de ce type-là se font naturellement dans l'histoire. C'est comme pendant la guerre de sécession aux États-Unis, il y a des Noirs, il y a des Indiens qui sont mis spontanément du côté des sudistes. On ne s'est pas dit, ouais, mais à force de mettre tous les Yankees dans le même sac, alors non, enfin, c'est-à-dire ça s'est fait naturellement. Et en France, si demain il y a une explosion ethnique plus importante, une guerre civile, ce que je ne souhaite pas, je pense qu'il n'y a pas à se poser la question de ceux qui seraient injustement tués, attaqués par les Blancs en colère, pour faire grossier. Je pense que c'est les assimilés sincères à la France, ils sont déjà de notre côté, la question ne se pose pas. Mais voilà, je pense que la vérité c'est que c'est 0,00001% des Français. Que ça existe réellement. Donc il faut considérer ces gens-là, il ne faut pas les ignorer. N'empêche que, d'un point de vue politique, c'est pas pertinent comme question, parce que la question politique, c'est le bien commun. Oui, mais la paix sociale qui tient quand même, elle démontre que, voilà, c'est pas ce que tu dis, voilà, le tableau n'est pas aussi noir, parce que sinon il n'y aurait même pas de paix sociale du tout. Parce que là, on est quand même dans une relative paix sociale, on va dire qu'il y a beaucoup de problèmes, mais relative paix sociale quand même. On est dans la paix sociale parce que la majorité des Blancs baissent les yeux. Enfin, c'est pas la paix sociale, c'est la résignation. On peut voir ça comme ça. C'est vrai. Bah oui, c'est-à-dire que parce que certains acceptent de baisser les yeux, de se boucher les oreilles quand un connard à côté dans le bus ou dans le métro met la musique super fort et viole la voisine. Oui, mais souvent c'est ça la paix sociale. Ouais, justement, c'est un autre, tu vois, un afro-maghrébin qui va dire à un autre afro-maghrébin, souvent justement. C'est ça aussi. Alors, c'est quoi? Il faut dire les blancs, il faut qu'ils réagissent, oui, je pense que quand on est une victime, on doit réagir, ça c'est le principe de base. Parce que parce que parmi justement parmi les blancs, on va dire les momo-gauchistes, eux qui cautionnent 100% l'immigration. Je veux dire l'immigration parce que, alors peut-être, voilà, c'est justement l'égalitarisme et il faut aider son prochain parce que c'est le même que moi. D'ailleurs, ils préfèrent aider les migrants visiblement que les clochards en bas de chez eux. Mais bon, voilà, ils ont ces idéaux pseudo-humanitaristes en fait envers les migrants. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi une grosse responsabilité parce que ils représentent une belle tendance qui se traduit politiquement. En plus, cette tendance-là n'est pas... voilà, elle a un poids politique, je veux dire. C'est pas marginal. Oui, non, mais tout à fait. Il est évident, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'immigration a des racines et que le poisson pourrit par la tête. Ce sont nos élites qui nous ont mis dans la merde, les immigrés ne sont pas venus comme ça d'un coup, machin, bon, très bien. N'empêche qu'aujourd'hui, dans les vagues d'immigrés clandestins, il y a des gens qui sont objectivement hostiles aux Français, qui n'ont qu'un seul fantasme en tête, c'est la blanche, voire la suédoise, c'est encore mieux. On l'a vu au moment de la Saint-Sylvestre, avec tous les viols massifs qui ont eu lieu en Allemagne, en Suède et ailleurs. Et donc, il y a quand même un choc de civilisation, je sais pas, un choc de peuple, un choc d'identité qui est évident. Et on peut pas nier ça sous prétexte que c'est pas de la faute de ceux qui arrivent. Ouais, n'empêche qu'ils sont là, ils nous pourrissent la vie, et plus on va dans les générations successives, plus les jeunes sont revendicatifs de leur pays d'origine, qu'ils n'ont pas connu, de l'indépendance de ce même pays-là qu'ils ont encore moins connu, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, il y a à l'inverse des communautés, enfin justement, il n'y a pas de communauté portugaise, j'allais dire italienne, polonaise, parce qu'elles sont fondues dans la France, donc il n'y a pas de communauté. Chez les afro-musulmans, il y a une recherche d'identité. Et pour me faire un peu l'avocat du diable, je dirais, mais en fait, à leur place, je ferais pareil. C'est-à-dire que j'arrive dans un pays, les mecs se laissent marcher sur la gueule, je veux dire, j'en profiterai en réalité. Et donc, si ce pays-là ne me donne pas envie d'être français, je vais rechercher mon identité ailleurs. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas partir de ce constat-là pour dire ah ben, très bien, alors du coup, on va les assimiler, on va leur donner envie d'aimer la France, mais c'est trop tard. Je veux dire, quand les mecs sont dans un rapport de force démographique supérieur à nous, on aura beau leur dire à l'école, mais Saint-Louis, c'est ton ancêtre, et essayer de refaire ce qu'on a échoué 60 ans plus tôt dans les colonies, ça va pas empêcher l'Africain du coin de violer Chloé dans la cave de sa banlieue, quoi. C'est-à-dire ça va quand même se produire. Donc là aussi on touche, et on revient à la question éducative du début, on touche aux limites un peu de l'orgueil humain. C'est qu'on ne peut pas modifier radicalement la nature humaine. On ne peut pas influer sur des personnes qui sont d'abord membres d'un groupe, parce qu'ils ont conservé cette mentalité-là héritée de leur culture. Oui, aussi le fait qu'on a laissé aller aussi le nombre... Parce que l'immigration d'aujourd'hui, l'immigré n'est presque plus tenté de s'intégrer. Pourquoi s'intégrer d'ailleurs dans quoi? Parce que quand tu vis dans une réalité 2016 du 93,
j'imagine que celui qui arrivait en 63, c'était pas du tout pareil, quoi. Il y avait déjà pas moyen tellement de reparler avec les gens de son bled, c'était pas comme aujourd'hui, Internet, où tu gardais des liens faciles. Et puis, vous étiez pas plein, quoi. Enfin, il y avait pas... Donc, quand on n'est pas beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On s'intègre dans le groupe majoritaire, c'est l'inverse. Alors que là, évidemment, le rapport est inversé, puisque la personne vient, elle est déjà majoritaire dans son lieu, et donc quelque part, elle ne risque pas d'aller s'intégrer, puisque tout est déjà sur place. À la limite, c'est encore mieux, j'arrive, ils sont déjà, ils sont tous comme moi. C'est vrai, mais il faudrait pas en tirer la conclusion qu'en gros, du coup, c'est la faute des Blancs qui ont mis en place une mauvaise politique de la ville. Puisque je pense que dans tous les cas, c'est un problème culturel de fond. Des peuples différents ne peuvent pas coexister sur le même territoire. On l'a vu au Liban, on le voit en Amérique latine, au Brésil notamment. Ils sont tous métis, mais ils ont tous des variantes il y a les cafés au lait, il y a les machins, et j'avais vu un article du Monde. En fait, il y a un mot pour chaque déclinaison de couleur de peau. Et donc, chacun se revendique de cette micro-déclinaison qui existe que, je sais pas, 3 personnes sur 100 quelque part. Et donc, en fait, on se rend compte que le métissage généralisé à l'échelle d'une nation a créé encore plus de racisme que l'homogénéité. Parce que chacun se revendique de sa petite spécificité qui le différencie du voisin. Et on fonde comme ça un discours politique à la base d'une différence légère. Et donc en France et en Europe, c'est exactement le même problème. C'est qu'on ne peut pas mettre en place une politique d'assimilation. Dans les termes, c'est contradictoire. On ne va pas forcer des gens à suivre des cours d'histoire, des cours de cuisine. On va faire quoi? On va interdire les paraboles pour qu'ils ne puissent pas être rattachés médiatiquement à leur pays d'origine par les télés étrangères. On va les répartir autoritairement sur le territoire en disant là il y en a déjà 15 de trop, donc on ne va pas en rajouter. Ça serait atteindre à leur liberté de circulation. Enfin, concrètement, l'assimilation pensée comme projet politique, c'est forcément totalitaire. Police des comportements, police des mœurs. Donc j'y crois pas. Par contre, je crois en l'assimilation en tant que réalité sociale. C'est vrai que ça existe, il y a des cas. Moi, j'en ai dans mes proches connaissances, donc je sais que c'est vrai, mais ça ne permet pas de construire un discours politique. Voilà, il y a l'assimilation, c'est vrai, mais l'assimilationnisme, ça, c'est un rêve. Mais alors, quelle solution? C'est quoi, la remigration pour... Oui, je pense que c'est une solution. Après, je pense qu'on est arrivé tellement loin dans la présence africaine en France, le rapport démographique nous est tellement défavorable que même une remigration ultra light, c'est-à-dire on renvoie juste chez eux ceux qui représentent une menace pour la sécurité nationale, rien que ça déclencherait à mon avis une guerre civile. Les mecs déclencheraient des fausses émeutes ici ou là et des mouvements d'insurrection en France. Et on le voit bien avec le nombre de salafistes renvoyés dans leur pays de 2001 à 2011. Ça, c'est les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Il y a environ 200 personnes. En 10 ans, on a renvoyé 200 personnes, alors qu'il y en a des dizaines de milliers en France. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? On en renvoie en 10 ans, on en envoie 100, on en renvoie 100 en un seul jour chez eux, ça va provoquer des troubles, donc on est condamné à l'affrontement. Je le souhaite pas. Politiquement, moi je suis plutôt partisan d'une remigration positive, sans rancœur, par des politiques, d'accord, bilatéraux avec les pays d'origine. Mais il ne faut pas être naïf, la remigration volontaire, c'est un peu un fantasme. Il y a des cas individuels très précis comme Kémy Séba, qu'il faut à mon avis donner en exemple aux jeunes Africains, mais tous ces pays-là qui se débarrassent de leurs pauvres depuis 60 ans, ils ne vont pas vouloir les reprendre. Enfin, il faudrait... Sauf si peut-être la France les aide, s'il y a un plan mais on fait un encouragement financier au départ, non? T'imagines pas? En fait, on fait des aides au développement depuis 60 ans. Le problème, c'est qu'il n'est pas financier, il est politique. Ces pays-là sont dirigés par des dirigeants corrompus. Donc, la remigration... Nous, on est très corrupteurs aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais, enfin, je ne défends pas nos élites, au contraire. Je fais la différence entre nos élites et le peuple. Et en Afrique, c'est certainement pareil. Mais je pense qu'une remigration réussie, c'est une remigration maîtrisée de bout en bout. Quand on a viré tous les musulmans d'Espagne en 1609, on les a envoyés vers où? Vers les possessions espagnoles en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans des territoires que les Espagnols contrôlaient déjà. Donc en fait, ils ont contrôlé le départ, le transfert et l'arrivée. Là aujourd'hui, on va les renvoyer dans des pays qui n'ont aucun respect pour nous. Enfin, on va les renvoyer en Algérie, dirigé par un mec qui nous explique que la colonisation c'est horrible mais qui vient se faire soigner en France. Enfin, je veux dire, quelle est la cohérence de tout ça? Ces gens-là vont revenir, c'est comme l'aide au retour pour les Roms qui a été abrogée il y a quelques années. Enfin, ils gagnent le pactole et ils reviennent. Donc tant qu'on ne maîtrise pas la situation dans ces pays-là, peut-être que tant qu'on ne les recolonise pas d'ailleurs, ou tant qu'on ne trouve pas un moyen de les dominer clairement et de leur imposer notre volonté, où on va les renvoyer? Enfin, dans l'espace. Enfin, concrètement, il n'y a pas de solution.
Donc je pense qu'on est condamné à l'affrontement. En même temps, je pense que politiquement, c'est notre devoir de ne pas prôner la politique du pire et de dire, ben voilà, leur immigration, voilà, une terre, un peuple, tu seras plus épanoui chez toi que tous les mensonges qu'on t'a imposés en te disant la France, terre d'asile, tu pourrais être français, tu vois bien que t'en es la première victime, c'est pas vrai, tu l'es pas, t'es pas français, t'y arrives pas et t'es malheureux. Bon, ben rentre chez toi, sauf que dans les faits, je pense que certains peuples, comme les Marocains par exemple, qui ont une identité nationale historique très forte, et qui pourraient être encouragés par toute leur mythologie historique, parce que c'est une vraie dynastie héréditaire, enfin c'est quelque chose qui culturellement, historiquement tient la route, le Maroc. Ils seraient peut-être encouragés à aller chez eux, ils ont un nationalisme plus profond que les Algériens ou les Tunisiens. Mais pour d'autres peuples, enfin les gens, ils ont trouvé un tel confort de vie ici, est-ce qu'ils vont repartir chez eux? Donc la remigration volontaire, il faut la prôner, il faut la donner en exemple, mais sur la globalité des immigrés qui nous sont aujourd'hui hostiles en France, je pense que ça n'arrivera pas. Donc ouais, mais l'affrontement, ça veut dire quoi in fine, quoi, une guerre ethnique? Comment c'est ça? Non, mais il n'y aura pas ligne jaune, puis les blancs et puis les noirs qui traverseraient la France. Ça va être en tâche de léopard. Et les territoires, il n'y aura même pas de guerre parce que les mecs, ils ont déjà gagné. Enfin, ils sont déjà majoritaires, il n'y a plus personne pour se révolter, c'est fini. Et voilà. Donc ouais, ça va finir comme comment dire, la Yougoslavie, quoi, avec... Peut-être. Et par contre, il y a d'autres zones dans le périurbain. Là, il faut voir ce qu'écrit Christophe Gulluy dans Fracture française. Il explique qu'il y a eu une reconquête démographique par les Blancs de tout le périurbain et de la campagne proche autour des grandes villes du sud de la France. Il prend Nice, Montpellier, Toulon. Il prend l'exemple de Guerdane, vieille cité minière, tradition communiste, à côté d'Aix-en-Provence. Et il dit en 30 ans, la population blanche a augmenté de 68%. 30 ans, il écrit le bouquin en 2013 ou 2014, je sais plus. Donc c'est énorme. Donc voilà, à l'inverse des... Mais comment il fait pour faire sa stat? Parce qu'en France, c'est interdit ce genre de stat, non? Comment il fait pour... Oui, il se base quoi, sur les noms? Il se base sur les noms, il se base sur la religion. Bon, ça a une certaine limite, parce qu'il y a des vagues de convertis. Mais bon, il arrive comme ça, avec la méthode du faisceau d'indices, à obtenir ce genre de chiffres. Et au final... je pense qu'il y a des zones qui sont déjà perdues, des zones qui sont déjà reconquises. C'est des regroupements, en fait, en train de me dire qu'en fait, on est en train de vivre une grande période de regroupement communautaire vraiment territorial qui vont morceler le pays, en fait, par zone territoriale, ethno-géographique, ethno-culturelle, quoi, presque. Ethno-socio-culturelle. Ethno-socio-culturelle, voilà. Et donc, il va y avoir des zones intermédiaires où il y aura encore des représentants des deux communautés qui vont s'affronter, certains vont partir, d'autres vont rester. Je pense que dans beaucoup d'arrière-pays, d'arrière-pays de certaines régions de France, où il y a une population de chasseurs très importante, je pense que la France, la vraie, elle a déjà gagné. En fait, sur le long terme, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que si demain il y a une explosion, vraiment une guerre civile qui démarre, évidemment, les Blancs vont être assommés, complètement sidérés, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Parce que c'est ce que je dis aussi dans mon bouquin, c'est qu'on est éduqué dans l'idée qu'il ne faut jamais répondre à la violence par la violence. Et on camoufle sous cette forme de sagesse à bas coût, en fait on camoufle une forme de lâcheté, quoi. Et on a été tous éduqués comme ça. Donc je pense que si demain ça pète, on va être surpris, mais à long terme on va gagner. Enfin je veux dire, les mecs qui sont aujourd'hui en France, c'est pas des guerriers turcs du XVIe siècle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des mecs qui ont un logiciel mental, qui sont corrompus aussi comme les autres, qui sont américanisés, etc. Donc je ne crois pas que la France deviendra une république islamique, à condition de se battre, évidemment. Mais sur le long terme, enfin, je dis je suis optimiste, non, je pense être réaliste, hein. Je pense qu'on va gagner. Voilà. Mais ce sera quoi, donc peut-être quoi? Alors on peut voir émerger un pays avec des territoires partout, des espèces de mini... comme des principautés un peu, enfin, des espèces de mini-territoires un peu contrôlés par un pouvoir local. Mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a certains territoires qui sont déjà contrôlés. Oui, il y a un maire, il y a un conseil municipal, il y a des RSA qui sont donnés, délivrés, donc il y a un semblant d'autorité. Mais en fait, c'est qui dirige la ville quand un flic ne peut plus rentrer? Enfin, c'est déjà autonome en réalité, on est déjà là-dedans. On nous dit, ouais, mais tu fantasmes la guerre civile, c'est super, t'es dans un jeu vidéo. Mais non, mais c'est déjà la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont déjà complètement islamisées, mafieuses, et contrairement à ce que l'on peut penser, on peut facilement, à mon avis, passer du viol à la mosquée et de la mosquée au viol, quoi. On le voit avec Salah Abdeslam, qui n'était pas forcément un moine soldat d'Allah, quoi. Je veux dire, c'était une racaille, en fait. C'était un mec qu'on croise dans la rue. Ils ont souvent ce profil-là, d'ailleurs, les terroristes. Oui, rarement on voit des mecs de foi qui nous expliquent qu'ils ont des vies pieuses et irréprochables. Souvent, ils ont des profils de grands fêtards qui vivent à l'occidental. Même Ben Laden, on a le témoignage de sa femme qui dit oui, il était là, il buvait du vin. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Enfin bon, voilà, mais en tout cas, il n'avait pas du tout les vies qu'on peut d'ascètes, musulmans ou quoi.
Pas du tout. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'on est tous déracinés. Mais la grande différence entre la jeunesse de souche, la jeunesse blanche et la jeunesse africaine, c'est que la jeunesse blanche est quand même beaucoup plus confrontée, et c'est aussi l'un des points importants de mon bouquin, à l'isolement social, à l'individualisme, aux familles divisées, recomposées. Parce que tu dis, en gros, les blancs, ils sont plus individuels, alors que on va dire que les familles, enfin les descendants d'Africains, ils vivent en groupe, et donc ils ont forcément un ascendant sur les autres, parce que oui, le groupe est impressionnant, évidemment. En gros, je donne l'image, mais c'est quoi? C'est le petit blanc, il va arriver, 5 rangs renois, et puis bon, il la ferme dans le bus, parce que sinon, il peut s'en prendre une. Ça. Mais en gros, c'est ça. Enfin, quand on voit une bande de 10 blancs marcher dans la rue, on trouve ça bizarre. On se dit, ils sont quoi? Ils sont hooligans, c'est des skinheads, qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin, c'est vrai que ça fait suspect, on n'a pas l'habitude de ça. Surtout si les mecs sont pas comme ça, ou comme certains mutants parisiens, grosse tête, petit corps, enfin... Mais globalement, c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude communautaire-là, on n'a pas de grands frères, on n'a pas de cousins pour nous défendre à la sortie de l'école, enfin je veux dire, c'est quelque chose qui est... L'isolement social, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant chez les Blancs, et c'est pour ça aussi que la précarité est plus difficile à vivre chez les Blancs, parce qu'on n'a pas cette chaleur de la communauté. Oui, alors pourquoi il n'y a plus de solidarité chez les Blancs, justement? Pourquoi il n'y a plus cette solidarité de base, ne serait-ce qu'ethnique? Au fond, je pense que c'est parce qu'on a perdu la foi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas une réponse politique, une analyse politique à tous les problèmes. Je pense qu'à un moment donné, quand on n'est pas incité par quelque chose de spirituel, par une transcendance à faire le bien, la nature humaine n'a pas toutes les ressources en elle pour être solidaire et charitable envers son prochain. Je pense qu'à un moment donné, quand on perd cette foi-là, c'est la foi catholique qui a façonné la France, on perd la charité. Et alors la charité, il ne faut pas croire que c'est... une pièce qu'on balance au premier pauvre croisé dans la rue pour libérer sa mauvaise conscience. Hein. C'est charité, ça vient de caritas en latin, c'est l'amour, donc c'est quelque chose de très fort. C'est pas la charité bourgeoise, voilà. Et je pense que quand on a perdu la foi, déjà, on perd tout cet instinct de solidarité qui nous relie au prochain, et non au lointain. Parce que un catholique immigrationniste, c'est un oxymore. Hein. C'est notre religion nous invite à être proche du prochain, pas du lointain. Et puis après, je pense aussi qu'il y a une action quand même économique, politique. On est dans une société ultralibérale, même si, c'est vrai que le droit du travail en France est encore lourd, matiné de gauchisme, n'empêche que dans la mentalité de la plupart des gens, on est dans une société libérale où tout s'achète et tout se vend. Il y a un brassage de population important qui a été réalisé aussi par le centralisme parisien. Alors, pour faire des études, pour accéder à certaines professions, on est obligé de partir de chez soi. Du coup, les choses bougent. On est dans un quartier et on voit plein de générations défiler. Et donc, quand on ne vit plus sur le même lieu toute sa vie, comment on peut créer des liens de solidarité? C'est impossible. Je veux dire, quel enfant aujourd'hui vit, à part dans certains cas particuliers, va vivre 20 ans, je veux dire, après sa majorité, quoi, dans le même quartier que ses parents? Ça n'existe pas. Donc, quand on est dans un mouvement comme ça, perpétuel, de nomadisme, en fait, il n'y a pas de solidarité. Et en fait, ça, c'est une grande vérité du monde qu'ils essayent de créer aujourd'hui. C'est qu'ils nous parlent de tolérance toute la journée, mais quand on n'est pas habitué à vivre ensemble, quand on est incité à être en mouvement perpétuel, mais on ne se supporte pas, parce qu'on est dans une mentalité de consommateur. En fait, on consomme des gens comme on consomme des objets, et donc il n'y a pas d'esprit communautaire, c'est impossible. Eh ben, on va faire une petite pause. Normalement, la régie, elle est prête. Voilà, on est arrivé au bout du premier set. Et donc, on fait la pause et on revient juste après sur Méta TV. À vous, la régie.